Bonjour Jean Alary, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le cofondateur d'Artefact 3000. C'est quoi? Quel est son rôle au sein de l'agence digitale, au sein d'Artefact? Alors Artefact 3000, on est le département création en communication. Donc on est une agence de communication à l'heure du digital, on ne fait pas que du digital. Et nous, notre rôle, c'est de transformer les deux métiers complémentaires d'Artefact 3000, qui sont des métiers liés à la transformation des entreprises par la data et par le numérique, à finalement raconter la transformation que les entreprises sont en train de mettre en place par la donnée. Oui, et on va justement essayer de comprendre ce que la data peut faire contre le greenwashing, la transformation positive des marques, c'est le titre de ce livre aux éditions Vuibert. Mais peut-être une question un peu générale sur ce greenwashing. Est-ce que vous l'avez beaucoup vécu et est-ce qu'il est forcément volontaire, ce greenwashing? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que parfois c'est aussi par méconnaissance, par manque d'information? C'est une super question. La réalité, c'est que je pense que c'est important de commencer par dire qu'il n'y a pas de délit juridique de greenwashing. Aujourd'hui, on se parle plutôt d'un gentleman agreement sur des bonnes pratiques et on considère que le greenwashing, c'est appuyer trop fort sur un point qui serait trop minimal dans le modèle d'une entreprise. Donc vous voyez, la frontière est très floue. Je pense quand même qu'il y a des entreprises qui ont pu abuser par le passé en donnant trop d'entreprises effectivement à des initiatives qui étaient trop petites. Moi, ce que je vois aujourd'hui au quotidien chez mes clients et plus largement sur les marchés, c'est que toutes les entreprises sont en train d'essayer de changer et que beaucoup ne savent pas comment le raconter parce que parfois, c'est ne pas oser donner de la valeur à un savoir-faire, parfois, c'est vouloir trop en donner. Donc finalement, ce livre cherche à remettre le consommateur au cœur de l'équation pour s'assurer que les messages seront bien entendus, bien reçus et pas rejetés. Oui, parce qu'à l'arrière, vous dites qu'il n'y a pas de délit, on est bien d'accord, mais le rejet, c'est celui du consommateur. Donc le greenwashing, il a d'abord cet effet négatif pour une marque, quand il est identifié et rejeté par un consommateur. D'ailleurs, il y a une espèce de méfiance au-delà des marques, vis-à-vis des entreprises dans leur démarche sociétale ou environnementale qui s'exprime. Exactement, c'est à la fois un grand paradoxe qui est intéressant, qui est vraiment une matière de travail au quotidien pour nous, c'est que d'un côté, les gens se méfient de la communication des entreprises, a fortiori quand elle est sur des sujets responsables, et de l'autre, ils ont de fortes attentes. Et tout le monde est très conscient que c'est par les entreprises, par le privé, qu'une partie de la transformation que le 21e siècle nous réserve va arriver. Donc, dans cette zone grise de défiance versus confiance, c'est là que je travaille au quotidien. Alors on va s'appuyer sur certains des cas que vous avez cités, mais peut-être ce principe, la data contre le greenwashing. Moi, ça m'a intrigué quand j'ai vu ce sous-titre. Quel rôle les données peuvent jouer? Alors, d'abord, c'est important, effectivement, la data contre le greenwashing, on se parle de communication, puisque le greenwashing, c'est quasiment qu'un sujet de communication. Donc, l'idée, c'était de se dire comment on va utiliser la donnée. En l'occurrence, moi, j'ai beaucoup travaillé là sur de la donnée consommateur, mais ce n'est pas forcément le seul matériau. On peut très bien partir de la donnée de navigation sur le web, par exemple. Et cette donnée permet d'identifier des gens susceptibles d'être réceptifs à des messages responsables, afin de faire en sorte que les entreprises priorisent leurs efforts de communication auprès de publics qui sont réceptifs à des messages, parce que sans l'avoir théorisé officiellement, moi je crois quand même que le greenwashing, c'est surtout une réaction de rejet face à des gens qui ne sont pas prêts ou qui n'ont pas envie d'entendre que Total puisse être une entreprise en transformation, par exemple, et que du coup, en identifiant les bonnes personnes, les entreprises réduisent le risque d'accusation de greenwashing, puisqu'elles vont parler à des gens qui ont fait la bascule dans leur tête sur le fait qu'il faut une voiture électrique, il faut consommer moins, il faut consommer plus local, ou il faut essayer de réduire la fréquence d'achat sur un certain nombre de catégories. Voilà. D'accord. Alors, il y a, je le disais, différentes catégories. Il y a la marque Fayotte, on y reviendra peut-être, mais il y a la marque Sisyphe. Alors, Sisyphe, c'est ce rocher qu'elle porte, il finira toujours par retomber au bas de la montagne, quoi. Absolument. Donc, c'est quoi la marque Sisyphe? La marque Sisyphe, c'est une des 4 catégories. J'ai créé une petite matrice dans cette méthodologie de transformation par la com. Et la marque Sisyphe, c'est une marque qui souhaite initier le changement sur une catégorie qui n'est pas très mature sur la question de la responsabilité. Donc, dans le cas présent, en fait, donc le livre, il est composé d'une méthode et de 4 études de cas appliquées pour montrer que chacune des marques, en fonction de sa situation de marché et de sa propre situation, peut changer, peut engager une démarche de changement par la com. La marque Sisyphe, j'ai pris l'exemple de Total Direct Energy que je connais très bien puisqu'on les accompagne en communication commerciale. Et donc c'est une marque qui a choisi un peu contre vents et marées, c'est bien pour ça que cette image mythologique a été choisie. C'est contre vents et marées qu'elle cherche à initier sa transformation et c'était la campagne Total Direct Energy, c'est pas Versailles ici qu'on a sorti il y a 3 ans,
qui en fait finalement était une des premières briques de la transformation de Total vers une société qui ne fait pas que des sources d'énergie qui sont à base de carbone, mais aussi à base de renouvelables, à base d'éolien et à base de solaire. Oui, c'était un mouvement profond, puisque ça va du changement de nom. C'est-à-dire qu'on passe de Total à Total Énergie, il y a un logo qui change, et qui a du sens, avec un certain nombre de couleurs qui sont symboliques. C'était une démarche globale. Alors, le nom est arrivé plus récemment, il y a uniquement un an. À l'époque, c'était Total Direct Energy, mais effectivement, cette campagne, le rachat de Direct Energy, c'était la première brique, le premier pas de Total vers l'hybridation de son modèle, et que naturellement le gros défi c'était d'éviter de faire en sorte que les gens se disent tiens, Total est en train d'essayer de me raconter quelque chose que je ne crois pas, d'où cette approche de la communication qui a choisi d'identifier d'abord des consommateurs qui font déjà des efforts pour que la marque se positionne du côté des gens qui font déjà des efforts, plutôt que d'essayer de leur expliquer que la vie sera plus belle avec une voiture électrique. Ouais. Et donc les données, la data, ça permet, vous l'avez évoqué, mais d'identifier les bons canaux de communication et les bons groupes de consommateurs, c'est surtout les bons groupes de consommateurs, de comprendre qui ils sont, quelles sont leurs attentes vis-à-vis des marques, où est-ce qu'ils habitent, où est-ce que je peux leur toucher, quel type d'offre, quel type de prix leur pousser. En fait, la donnée consommateur à cela que plus les gens passent du temps sur Internet, plus il y a de données disponibles sur eux. D'ailleurs, je fais une micro-parenthèse, c'est important. La valeur nominale d'une donnée consommateur est quasi nulle. On s'en fiche de savoir si c'est vous ou votre voisin de palier. Ce qui est important, c'est plutôt vos schémas de consommation. Et dans tout ce matériau de données consommateurs, on peut identifier les sous-groupes qu'on va aller chercher en priorité. Dans la méthodologie que vous proposez dans ce livre, vous parlez d'identifier les bonnes preuves. Alors, je comprends ce que ça veut dire, mais dans le détail, ça signifie quoi ? Ça signifie que, par exemple, une marque, quand elle lance, je dis n'importe quoi, des pâtes made in France, en fonction de l'endroit où c'est fabriqué, de la nature de l'emballage, du type de produit qui va être utilisé, de type de réseau de distribution qui va être favorisé, ou même du type de dessin d'une pâte, c'est autant de preuves que vous devez avoir, que vous pouvez choisir de mettre en avant en communication. Vous savez, en communication, généralement, on dit qu'il faut une preuve par message, sinon les gens ne retiennent rien. Donc, identifier les bonnes personnes et leurs attentes vis-à-vis des marques, c'est aussi être capable d'identifier quelles vont être la preuve qui vont les aider à basculer ou à choisir une marque plutôt qu'une autre. Et que peut-être qu'effectivement, si je me rends compte dans mes données que Thomas, vous aimez impérativement le blé dur qui est fabriqué en Picardie, c'est cet argument-là que je vais mettre en avant pour vous parler de l'Ustucru plutôt que son emballage éco-conçu, par exemple. D'accord. La marque Fayotte, c'est celle qui en fait trop ? C'est celle qui, entre guillemets, a la chance d'être sur une catégorie déjà mature et qui veut être mieux disante sur une catégorie déjà mature. Donc on va dire qu'elle est Fayotte, c'est un titre qui est un peu provocateur, c'est exprès. Elle a besoin d'éclairer, si vous voulez, d'être en avant-garde et de faire en sorte de faire toujours plus avancer les choses, et c'est pas facile. Oui, parce qu'elle a un défi qui est quand même intéressant, qui est de continuer d'être à l'avant-garde, tout en s'adressant éventuellement à ceux qui sont un peu en retard, les consommateurs, dans leur démarche environnementale, ou qui peut-être aimeraient bien, mais n'en ont pas les moyens. Parce que ça, c'est un vrai défi du temps aussi. C'est un énorme défi, c'est le fameux débat fin du mois versus fin du monde. Il n'y a pas une journée où au quotidien, on n'est pas confronté à cette problématique de faire en sorte que les marques, bien sûr, elles ont envie toujours d'être achetées par des consommateurs qui sont précurseurs, qui ont les moyens, qui ont envie de faire évoluer les choses, mais c'est aussi toute la thématique de ce qu'on appelle aujourd'hui l'inclusivité. Il faut laisser personne sur le bord de la route. Et si certains types d'arguments responsables sont des arguments promotionnels ou des arguments prix qui ne sont pas les arguments habituellement utilisés par les marques pour parler d'offres responsables, c'est notre devoir d'agence de conseil en communication de les sensibiliser au fait qu'effectivement, payer moins cher, c'est aussi parfois le bon argument à mettre en avant pour faire adopter une offre. CF Total Direct Energy. Ouais. Alors je reste, et on va terminer là-dessus, sur la méthodologie que vous proposez. Vous parlez d'une méthodologie des petits pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas être trop ambitieux, il ne faut pas vouloir tout faire d'un coup ? Oui, je crois qu'effectivement, c'est plus facile de mettre en place une démarche de transformation avec des petites étapes, qui est capable aussi de piloter un petit peu au fur et à mesure la manière dont on transforme, plutôt que d'appeler de ses souhaits un grand soir, qui, je pense, au-delà du fait qu'il n'y a aucune chance que ça arrive, serait probablement trop dramatique, trop compliqué à adopter et sans doute très difficile. J'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas de la casse, notamment sociale. On parle souvent de l'industrie automobile. Si demain, Stellantis décide de switcher en 100% électrique, c'est des dizaines de milliers d'emplois qui sont menacés. Donc la méthodologie des petits pas, c'est d'accepter d'accélérer la transition, d'accélérer la transformation, mais
en faisant quand même en sorte que on ait le temps de reformer les équipes, que les consommateurs aient une offre qui leur correspond. On ne les force pas à débourser des sommes astronomiques pour pouvoir se rééquiper, etc. C'est important, en fait. L'enjeu, c'est aussi de faire en sorte que tout le monde soit dans le même bateau. Et c'est la responsabilité des marques aussi, finalement, de faire en sorte que tout le monde transitionne sans brutalité. Oui, et on est au cœur de l'actualité. 23 millions de Français qui roulent en diesel et qui n'ont pas forcément les moyens de passer à l'électrique. Exactement. Merci beaucoup. Merci Jean Larry. Votre livre, La transformation positive des marques, la data contre le greenwashing, est donc publié aux éditions Vuibert. On passe à notre débat avec ce thème de la résilience alimentaire. Comment résister aux crises ?